Ça y est, enfin des maths. Enfin le professeur Brubru vient nous délivrer. Alors aujourd'hui, un exercice qui va montrer quelque chose de très connu, mais de très joli. Il s'agit du calcul de l'intégrale généralisée, dite intégrale de Dirichlet, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t sur t dt. Alors, si vous connaissez ce symbole-là, tant mieux. Sinon, bien, il sera défini à la fin de l'exercice. C'est juste une limite d'intégrale simple. On va voir ça. Donc, a priori, le cours ne travaille pas sur les intégrales impropres, mais pas très compliqué à définir. Alors, regardons cet exercice. On se définit une suite d'intégrales. Pour n supérieur ou égal à 1, on pose in l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de nt cos t sur sinus t. Bien, alors on vous demande de justifier rapidement que les intégrales sont bien définies. Pourquoi? Bien parce que vous voyez que sinus t a le mauvais goût de s'annuler en 0, donc a priori cette fonction n'est pas définie en 0. Le point, c'est juste d'utiliser le fait que au voisinage de 0, sinus u est équivalent à u, cosinus u est équivalent à 1, ça tend vers 1, donc notre fonction sinus de nt sur sinus nt, sur sinus t cos t, pardon, elle est équivalente, quand t tend vers 0, à 2nt sur t, c'est-à-dire 2n. Et donc vous venez de montrer que cette fonction admet un prolongement par continuité en 0. Et donc on intègre bien ici une fonction continue, c'est donc une intégrale simple. Il n'y a pas de problème. Alors, on vous demande de calculer maintenant I1. Alors I1, bien c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t cosinus t sur sinus t dt. Eh bien, je connais la formule, sinus de t, c'est 2 sinus t cos t. Vous voyez qu'il y a un sinus t qui va se tuer, et donc il va me rester 2 intégrales de cosinus carré t dt. Bon, bah, vous reconnaissez l'intégrale de Wallis. Hein. Pour le calculer sans avoir fait l'exercice sur les intégrales de Wallis, vous utilisez une formule de linéarisation. Cos, vous utilisez ça parce que cos de t, c'est 2 cos carré t moins 1, donc ça, c'est cos de t plus 1 sur 2. Et vous avez donc, non, 2 fois 2, ça fait 1, et donc ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de t plus 1 dt. Ce qui vaut une primitive, c'est sinus de t sur 2, entre 0 et pi sur 2, et plus t, compris entre 0 et pi sur 2. Bien, sinus de t en pi sur 2, ça fait sinus pi, c'est-à-dire 0. En 0, ça fait 0. Et donc, il me reste pi sur 2. Voilà, donc I1 égale pi sur 2. Ok, donc là, c'était juste pour se chauffer. Maintenant, on va utiliser une astuce pour pouvoir calculer la suite IN. Alors, on vous demande d'évaluer IN plus 1 moins IN pour n plus grand que 1. Bien, bah, j'utilise la linéarité de l'intégrale. Donc ça me fait l'intégrale de 0 à pi sur 2. Alors, n plus 1, ça me fait sinus de 2n plus 1t. Cos t sur sin t, moins sinus de 2nt. Donc, fois cos t sur sinus t. Bien, et là je vois apparaître une formule sinus A moins sinus B. Et il faut donc connaître son formulaire de trigonométrie, que je ne connais pas, évidemment. Sinon, ça serait trop simple. Alors, sinus A cos A, ou sinus A moins sinus B, pardon, je peux peut-être... qu'est-ce que je peux faire d'intéressant?
à part faire mon petit intéressant, il va falloir que je retrouve une formule qui me donne sinus A. Et à moins que j'utilise, vous voyez, je suis en train de réfléchir à tout ça, à moins que j'utilise, que je développe le sinus 2nt plus 2t, comme sin A cos B plus cos A sin B. Est-ce que ça va me donner quelque chose? Allez, on va regarder, tiens, j'ai envie de varier un peu. Donc, je m'intéresse à ce sinus-là, donc ça c'est sinus 2nt plus 2t. Et ça, bien je sais que c'est sinus 2nt cosinus de t plus cosinus 2nt sinus de t. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça? Eh bien, parce que ce qui apparaît dans la parenthèse va se factoriser avec le sinus de t. J'ai donc sinus de 2n plus 1t moins sinus de t, sinus de 2nt, pardon, qui est égal. Alors, je vais avoir sinus de 2nt, ça c'est très bien, et je vais avoir cosinus de t moins 1. Oui. Mais je sais, là j'ai juste pris ça, et puis j'ai ce morceau-là que j'ai oublié, hein, plus le cosinus 2nt, sinus de t. Bien, mais je sais quoi? Eh bien, je sais que cos de t, c'est 2 cos carré t moins 1. Donc ça me fait 2 cos carré t moins 2. Et donc, du coup, bien, je peux factoriser par 2. Et cos carré t moins 1, eh bien, c'est moins sinus carré. Donc ça va me faire moins 2 sinus 2nt sinus carré t. Oui. Plus cosinus 2n sinus de t, mais sinus de t, c'est 2 sinus t cos t. Et j'ai mon cosinus 2nt. Bien, alors pourquoi avoir fait tout ça? Eh bien, mes bons amis, parce que vous voyez que vous pouvez factoriser ici par sinus t, ce qui va tuer de sinus t au dénominateur. Bon, il y a peut-être plus simple, hein, mais je suis en train de me rendre compte que cette combine fonctionne. Donc, in plus 1 moins in, c'est l'intégrale 0 à pi sur 2. Donc, j'ai divisé par sinus t. Il ne faut pas que j'oublie de multiplier par mon cosinus t. Donc, il va me rester moins 2 sinus t cos t, sinus 2nt, plus, donc le sinus qui est là va être tué, donc plus 2 cosinus t, mais je multiplie par cos t, donc ça me fait cos carré t. Cosinus 2nt. Et là, je soupçonne quelque chose de magnifique. Qui va se produire, très certainement. Je sens, vous voyez, je suis bodor. Pourquoi? Parce que là, j'ai à nouveau du sinus de t. Et là, 2 cos carré t moins 1, c'est cos de t. Donc ça va me faire 2 cos carré. Le 2 cos carré t, ça va me faire du cos de t plus 1. Et donc, du coup, eh bien ça me fait l'intégrale de 0 à pi sur 2. 2. Alors, ça, on a dit que c'était moins sinus de t. Sinus 2nt. Et 2 cos carré t, on a dit que c'était cos de t plus 1. Vecteur de cos 2nt. I. dt. Et eh bien, vous voyez apparaître. Alors, je vais tout de suite sortir
le cosinus de nt dt. Et puis, je vais faire apparaître, donc, ce qui me reste là, le cos de nt cos de t moins sinus de nt sinus de t. Et là, vous voyez apparaître une formule cos A cos B moins sin A sin B, c'est-à-dire cos A plus B. Donc, autrement dit, ça me fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de nt dt plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de n plus 1t dt. Bien, pourquoi c'est intéressant d'avoir fait tout ça? Parce que là, j'ai des primitives immédiates. Voilà. Ça me fait sinus de 2nt sur 2n plus sinus de 2n plus 2 t sur 2n plus 2 compris entre 0 et pi sur 2. Seulement, seulement quoi? Eh ben, en 0, ça vaut 0, et en pi sur 2, c'est sinus npi, ça vaut 0 aussi, même chose là. Donc on trouve 0. C'est-à-dire, on vient de montrer que la suite est constante, autrement dit, quel que soit n supérieur à 1, eh bien, in vaut pi sur 2. Elle est constante, cette suite. C'est surprenant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, il faut accepter les choses. Il faut accepter les choses comme elles sont. Voilà. Bien, alors, petit 2, on va établir un lemme technique, qui est un lemme qui est dû à Lebesgue, immense mathématicien du XIXe siècle, qui a donné naissance à une généralisation de l'intégrale de Riemann. Alors, on se donne une application de 0 pi sur 2 à valeur dans R, et que l'on suppose de classe C1. Oui. Et on vous demande d'étudier la suite d'intégrale 0 à pi sur 2 de f de t sinus nt. On vous suggère de faire une intégration par partie. Alors c'est licite. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir dériver f, elle est C1. Et ça, vous pouvez le primitiver facilement. Donc je vais dériver f et je vais primitiver sinus nt, ce qui va me donner moins cos nt sur n. Et donc ça me fait f de t, plutôt moins f de t cos nt sur n, compris entre 0 et pi sur 2. Moins par moins plus, donc plus 1 sur n, intégrale de 0 à pi sur 2 de f' de t cos nt dt. Bien, et on vous demande d'en déduire que le passage à la limite vous donne 0. Là, on va étudier les deux morceaux ici. Alors, le premier morceau, eh bien, c'est... alors, en 0, ça va me faire cosinus 0, ça me fait 1, c'est-à-dire f de 0 moins f de pi sur 2 cosinus n pi sur 2, le tout sur n. Voilà ce morceau-là. Alors vous voyez que cosinus n pi sur 2, ça vaut alternativement 1, enfin ça vaut 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0. En tout cas, c'est borné. C'est-à-dire que cette chose-là, c'est certainement majoré par une constante sur n. Oui, puisque ça, c'est périodique. Et ça tend vers 0. Donc ce morceau-là, il tend vers 0. Il reste à étudier ce morceau-là. Ce morceau-là, eh bien, le truc sympa à constater, c'est que si je prends la valeur absolue, eh bien, je peux majorer par l'intégrale de la valeur absolue. Mais l'intégrale de la valeur absolue de cos t, c'est majoré par 1, donc c'est très certainement majoré
par cette intégrale-là. Ça, c'est une constante. Hein, elle est bien définie puisque f' est continu. Et ça tend vers 0. Conclusion, ce morceau-là aussi tend vers 0. Et vous avez établi le lemme de Lebesgue, à savoir que cette intégrale, cette suite d'intégrales-là, elle tend inexorablement vers 0. Oui. C'est magnifique. Magnifique. Alors, on va appliquer tout ça avec ce qu'on a fait, ce lemme-là, avec ce qu'on a fait en 1. Alors, on considère f qui va a priori de 0 exclu pi sur 2 inclus dans R, et qui est défini par f de x égale cosinus x sur sinus x moins 1 sur x. Alors, a priori, pourquoi? Bien parce que en 0, ici, ça vous fait 1 sur 0, ici, 1 sur 0. Ce n'est pas défini, mais vous voyez que cos x tend vers 1. Donc là, le 1 sur 0 moins 1 sur 0, ben, on aimerait bien comprendre ce qu'il en est, à savoir est-ce que c'est prolongeable par continuité. Alors, on vous demande un peu mieux, on vous demande de montrer que c'est prolongeable, une fonction de classe C1. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette fonction est C infini sur 0, pi sur 2, 0 exclu. Donc, en particulier, elle est C1. Et on va commencer par regarder, le prolongement par continuité en 0. Donc, si vous voulez l'écrire un peu mieux, vous réduisez au même dénominateur. C'est formidable. Bien là, c'est des coûts de développement limité, tout bête. On va faire un développement limité à l'ordre 2, en haut et en bas. Donc si on le veut à l'ordre 2, en haut, eh bien, il faut que, comme j'ai x, il faut que je pousse un développement limité de cosinus à l'ordre 1, mais à l'ordre 1, bah, c'est tout simplement 1 plus petit o de x. Sinus x à l'ordre 2, il le faut ici, bah, c'est x plus petit o d'x2. Oui. Et donc, bien, une fois que vous avez ça, vous voyez que ça va donc être x fois ça, c'est-à-dire x plus petit o d'x2, moins x, donc plus petit o d'x2, sur oui, c'est ça. Sur quoi? Eh bien, sur x sinus x. Eh bien là, j'ai juste du x2. Plus petit o de x2. Oui. Et donc, ben, vous voyez que les x se tuent. J'ai donc un petit o d'x2. Ben, je divise tout par x2. J'obtiens un petit o de 1. Sur 1 plus petit o de 1. Ben oui, mais petit o de 1, ça tend vers 0. 1 plus petit o de 1, ça tend vers 1. Donc vous voyez que la limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est 0. Donc je peux prolonger par continuité. Alors en fait, je vais faire un truc un peu plus subtil. Maintenant, je me reprends. Je sais que posséder des développements limités, ça donne des informations au moins au rang 1. À savoir que j'ai un développement limité d'ordre 0 si et seulement si je suis continu, et j'ai un développement limité d'ordre 1 si et seulement si je suis dérivable. Donc j'ai envie de pousser un poil plus loin de mon développement limité. Vous voyez, là, je l'ai obtenu à l'ordre 0. Mais je vais l'obtenir à l'ordre 1. Donc il faut que je pousse mes développements limités un poil plus loin. Donc je vais écrire cos x, bien à l'ordre 2, c'est moins x2 sur 2, plus petit o de x2. Et sinus x à l'ordre 3, bien c'est x moins x3 sur 6, plus petit o de x3. Et donc du coup, bien je vais réécrire mon f de x, à partir de ça, c'est x moins x3 sur 2, plus petit o de x3, moins x plus x3 sur 6, plus petit o de x3, divisé par... Alors, où qu'est-il l'éliminateur? Je le veux à l'ordre 3, donc comme je multiplie par x, bah ça va être à l'ordre 4, donc je vais juste garder x2 plus petit o de x3. Oui. Là, mes x se sucrent, et je vais factoriser par
x2. Eh bien ça va me donner... Alors, 1 sixième moins 1 demi, eh bien, ça me fait 1 sixième moins 3 sixièmes, donc moins 2 sixièmes. Moins 2 sixièmes, c'est moins 1 tiers. Donc ça me fait moins 1 tiers de x plus petit o de x sur 1 plus petit o de x. Mais si j'inverse le 1 plus petit o de x, bien vous voyez que ça vous fait toujours 1 tiers de x plus petit o de x. Donc f possède un développement limité en 0 à l'ordre 1. Donc f est dérivable en 0. Et on peut dire un peu mieux, c'est que sa dérivée, c'est le terme ici, moins 1 tiers. Bien, et vous voulez plus que la dérivabilité, vous voulez que ce soit C1. Donc vous voulez que votre fonction dérivée, alors il me manque un prime ici, vous voulez que votre fonction dérivée soit continue, bah, il va falloir dériver votre fonction f pour t strictement plus grand que 0 et regarder si la fonction dérivée possède bien moins 1 tiers comme limite. Bien, allons-y. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes des warriors. Alors, pour t strictement supérieur à 0, f' de t, eh bien c'est... Alors, cosinus dérivé, c'est moins sinus, fois sinus, ça me fait moins sinus carré t. Moins la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça me fait cosinus carré t sur sinus carré t. Moins 1 sur t dérivé, c'est plus 1 sur t2. C'est remarquable parce que là, ça me fait moins 1, c'est-à-dire, ça me fait 1 sur t carré. Moins 1 sur sinus carré t. Et là, bah, vous êtes à nouveau face à une fonction alors là j'ai du carré, voilà ma dérivée, ma fonction dérivée, donc il faut regarder si ça possède une limite en 0, et si cette limite c'est bien moins 1 tiers, auquel cas, et bien bingo. Alors ça possède certainement une limite, parce que tout ça admet des développements limités. Et donc eh ben, je vais recommencer mon business. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, vous voyez que la valuation, ça va être t carré fois t carré t4, donc il me faut un développement limité en t4, comme ici j'ai du t2, eh bien il va me falloir un développement limité à l'ordre 2 de sinus t, donc il me faut sinus t égale t plus petit o de t carré, qui est son développement. Du coup, bien sinus t. D'ailleurs, pardon, j'ai besoin, puisque c'est de valuation 1, j'ai juste besoin à l'ordre 1. Donc sinus t carré, bien c'est le carré de ça. Là, ça me fait t carré plus t fois petit o de t, etc. Donc ça me fait petit o de t2. Et donc, bien f' de t possède le développement suivant, ça me fait, et où est-ce que je suis? Je suis perdu. Ah si, voilà. Je suis pas perdu. Si je multiplie par t2, ça me fait donc t4 moins t2 plus petit o de t4. Et le dénominateur, eh bien, ça me fait t4 et plus petit o de t4. Voilà, et là, eh bien, je me suis trompé, forcément, parce que vous voyez que j'ai la mauvaise évaluation. Alors, où est-ce que j'ai commis une erreur? Où est-ce que le professeur Brebru a commis son erreur? Et oui, je raconte n'importe quoi, je suis fatigué. Il n'y a pas de T2 ici, hein. J'ai réduit le dénominateur, excusez-moi. Donc je le veux, alors du coup ça va modifier légèrement les choses. Ici ça va être à l'ordre 2, donc 4. Donc ici il me faut à l'ordre 4. Si je le veux à l'ordre 4, il me le faut à l'ordre 2. Voilà. Et à l'ordre 2, eh bien, quand j'élève au carré, non, il me le faut à l'ordre 3, puisque ça va être t fois
t moins t cube sur 6 plus petit o de t cube. Et donc si j'élève au carré, oui, je vais avoir t au carré, donc t6 au carré, ça vire, t6 au carré, ça vire. Ensuite, j'ai le double produit ici, donc je vais avoir 2 fois moins 1/6, donc moins 1/3 de t4. Et puis ici, je vais avoir mon petit o de t4. Voilà mon sinus. Mais oui, le calcul n'a rien d'infamant, oui, il faut savoir juste travailler proprement, ne pas faire des tours de ré comme j'ai fait, et puis en faire. Hein. C'est très bien que j'en fasse et que je me trompe devant vous. C'est que vous voyez que l'important, c'est pas grave de se tromper, l'important c'est de... Vous voyez, quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que ça ne possédait pas de limite. Donc ça veut dire que j'avais fait une erreur, et donc il faut être capable de remonter pour comprendre où est l'erreur et retravailler proprement. Voilà. C'est la persévérance qui est diabolique, hein. L'erreur est humaine, elle. Donc du coup, maintenant que j'ai mon sinus carré, eh bien, si je le veux à l'ordre 4, eh bien, vous voyez que... Alors, je me suis encore trompé. Parce que quand j'ai élevé au carré, il me faut un t carré ici. Voilà. Eh bien, dites donc, hein, on aura eu des fautes. Alors, ça me fait ça, moins ça, moins ça. Les t carrés disparaissent. Donc, il me reste moins t4 sur 3, plus petit o de t4. Et le dénominateur, bien là, c'est plus facile. J'ai t carré fois sinus de t carré. Mais comme je veux à l'ordre 4, et que j'ai un t carré, il suffit de l'avoir à l'ordre 2. Donc, vous voyez qu'ici, c'est t4 plus petit o de t4. Et bien, quand je simplifie tout, ça me fait moins 1/3 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1. Et ça tend bien vers moins 1/3 quand t tend vers 0. Et ben, on avait trouvé f' de 0, moins 1/3. Donc vous venez de montrer que la fonction est C1. Formidable. Alors pourquoi c'est intéressant? Ben, parce que je peux appliquer ma chose précédente. Hein, et ben, c'est ce qu'on va faire. Donc je prends Jn, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2. C'est là que se repose l'astuce en fait, hein, du calcul de cette intégrale de Dirichlet. Alors cette intégrale est bien définie, toujours pourquoi? Bien parce que au voisinage de 0, cette fonction est continue en fait, elle est continue en 0. Pourquoi? Parce que ça c'est équivalent à 2nt sur t, qui est égal à 2n. Donc là, c'est en fait une fonction continue. Donc il n'y a pas de problème. Alors, on vous demande d'exprimer in moins jn grâce à la fonction f, celle dont on vient laborieusement de montrer qu'elle est C1. Alors, in moins jn, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est intégrale de 0 à pi sur 2. Alors, in, c'était sinus de nt, donc je vois que je vais pouvoir le factoriser, ce que je m'empresse de faire. Et il va donc me rester cosinus t sur sinus t, moins 1 sur t. Oh, quel bonheur! Quel bonheur, parce que ça, c'est exactement f de t. Donc ça, c'est sinus de nt sur fois f de t dt. Alors, qu'est-ce qu'on a montré à la question 2? Eh bien, c'est que sinus nt f de t tendait vers 0. Donc ça, c'est une suite extraite, c'est la suite des termes pairs. Donc elle-même tend vers 0. Et donc, on en déduit que in moins jn tend vers 0, mais in, on a dit que c'était constant. Donc de ça, bah, vous en déduisez que la limite de jn égale pi sur 2. C'est beau les maths. Hein. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à conclure. Alors, eh bien, on veut montrer que cette application-là, alors cette application-là, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Cette application-là, c'est la primitive de sinus t sur t qui s'annule en 0. À nouveau, sinus t sur t est bien continu en 0. On veut montrer qu'elle possède une limite. Ben, comment on fait? Bien, il suffit juste, en plus l'infini, donc je peux supposer que x est plus grand que
Et il suffit juste d'écrire que cette intégrale, je ne veux pas être perturbé en 0, parce qu'en 0, il n'y a pas de quoi aller continue. Donc je ne veux pas, par une intégration par partie, être coincé par le problème 0. Donc je coupe mon intégrale en deux. Et bah, montrer que ça a une limite en x. Juste montrer que ça a une limite en x, puisque ça c'est une constante en x. Hein. Et donc là, vous faites une intégration par partie. Eh bien, l'intégration par partie consiste à dériver 1 sur t. Donc u', c'est moins 1 sur t2. Et à primitiver sinus t. Et primitive, c'est moins cos t sur t. Et donc, eh bien, ce morceau-là, il va être égal à... Ce morceau-là va être égal... Je reprends. Donc l'intégrale de 1x de sinus t sur t dt, il est égal à... Non, alors j'ai fait... Là, j'ai pas de 1 sur t, c'est moins cos t. Donc ça me fait moins cos t sur t, compris entre 1 et x. Oui. Alors, moins par moins, bah, ça me fait moins l'intégrale de 1 sur x cos t sur t carré dt. Oui. Et donc, vous voulez montrer que tout ça, ça possède une limite quand x tend vers l'infini. Alors, ce morceau-là, bah, c'est assez facile, puisque cos x étant borné, eh bien ça va tendre vers 0, parce que je divise quelque chose de borné par x, donc quand x tend vers l'infini, ça tend vers 0, et en 1, bah, c'est une constante, donc ça me fait cosinus de 1 sur 1, donc ça converge bien. Alors, il reste à montrer que ça a bien une limite. Alors, pourquoi ça a une limite? Eh bien, parce que... c'est une bonne question. Parce que, en fait, cette intégrale, cette fonction, pardon, est la valeur absolue de cos t sur t carré dt est majorée par dt sur t. Et ça, bah, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur... c'est moins 1 sur t, pardon, compris entre 1 et x, c'est-à-dire 1 moins 1 sur x. Et ça tend vers 1. Et donc, vous voyez que ça, c'est une fonction croissante. Et donc, eh bien, la limite existe. Ça appartient à rien. Ça, c'est positif, donc la fonction est croissante, elle est bornée par 1. Donc, eh bien, la limite existe. Alors, en fait, bon, j'ai pas envie de vraiment faire un cours là-dessus, c'est anecdotique par rapport à l'exercice. Sous ça, vous verrez au semestre suivant que quand ça converge en valeur absolue, eh bien ça implique que ça converge. Donc ça possède, enfin, que ça possède une limite. Donc ça possède une limite. Je vous renvoie à n'importe quel cours, ou même sur n'importe où, vous verrez, la preuve n'est pas très compliquée. Hein, je ne vais pas m'étendre. Bien, il ne reste plus qu'à conclure. Alors, traditionnellement, cette limite-là, hein, on vient de montrer que ça possédait une limite. Bien, cette limite, on la note, c'est assez cohérent. Quand x tend vers l'infini, on la note avec une intégrale, avec une borne infinie. Ce qui, moralement, consiste à considérer, vous voyez, ma fonction, elle fait ça, hein, elle fait, donc, en 0, bien, elle vaut 1, ben, ma fonction, c'est une espèce de sinusoïde amortie, vous voyez. Et bien, je compte les r comptés algébriquement, puis je les somme à l'infini.
voilà, et bien ce que dit ce calcul-là, c'est que quand je vais à l'infini, je mesure tout, j'obtiens, comme on va le voir, pi sur 2. Alors pourquoi? Eh bien c'est assez simple. Il suffit juste de reprendre ce qu'on a calculé ici. On a calculé que la limite de Jn, c'est pi sur 2. Bien, Jn, on rappelle ce que c'est. Jn, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de nt sur t dt. Il suffit de faire un tout petit changement de variable. Vous posez u égale 2nt, de sorte que, dt égale 2u sur n. Et donc, vous voyez que votre intégrale devient, alors quand t vaut 0, u vaut 0, mais quand t vaut pi sur 2, u vaut npi. Oui. Je vais avoir sinus u ici, et puis ici, je vais avoir dt sur t, et comme dt vaut du sur 2n, je vais avoir 2nt, mais 2nt, c'est justement u. Bien. Et, limite en n de ça vaut donc pi sur 2, ça c'est l'objet de la question. Mais vous venez de montrer à la question précédente que cette fonction admet une limite en plus l'infini. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'évaluation de cette fonction en la suite np qui tend vers plus l'infini. Donc les théorèmes de composition vous disent que puisque cette fonction admet une limite, cette limite c'est forcément celle-là. Donc ça implique que l'intégrale dite de Dirichlet, vaut pi sur 2. Et voilà les Jones. Ça c'est des maths. C'est autre chose que... Oui, vous m'avez compris. Voilà, je vous dis merci et à bientôt dans l'attente de vos nouvelles, etc. Je vous prie, je vous envoie des ondes positives. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. Allez, à bientôt.